Imaginez un instant, sur un champ de bataille figé dans la boue, sous une pluie glaciale, des dizaines de milliers de soldats attendent l'heure de l'assaut. Soudain, le ciel s'embrase, secoué par un tonnerre ininterrompu. Pendant des heures, l'artillerie déverse un torrent de feu, labourant la terre, broyant les tranchées, écrasant tout ce qui ose résister. Tel était le visage de la guerre au XXe siècle, lorsque le rideau de feu, ou Ognievoj Val, incarnait la toute-puissance de la destruction industrielle. Mais aujourd'hui, imaginez ce même champ de bataille, silencieux. Un drone plane à haute altitude, invisible à l'œil nu. Au sol, quelques soldats ennemis, cachés dans un bosquet, pensent être à l'abri. En quelques secondes, une frappe précise, chirurgicale, les anéantit sans avertissement. Pas de déluge, pas de chaos apparent, mais une efficacité redoutable. Ce n'est plus la masse qui décide du sort des armes, mais la précision, la vitesse, l'intelligence. Ce n'est pas un mythe, mais la réalité de la doctrine Ognievoj Val 2.0. Pendant des décennies, la doctrine du feu massif a prévalu sans partage. Dès la Première Guerre mondiale, les armées ont découvert que l'artillerie pouvait briser l'équilibre d'une bataille. À Verdun, la Somme ou Passchendaele, des millions de projectiles ont transformé le paysage en un enfer lunaire, causant des pertes humaines inouïes. Pour les états-majors, la logique était simple. Plus de canons, plus de munitions, plus de chances de succès. Le front de l'Est, durant la Seconde Guerre mondiale, a poussé cette logique à l'extrême. Lors de l'opération Bagration en 1944, l'armée rouge a mobilisé plus de 26 000 pièces d'artillerie pour écraser la Wehrmacht sur des centaines de kilomètres. Ce mode d'action, hérité des guerres industrielles, a semblé indépassable. Mais il portait en lui ses propres limites. La première, c'est le coût humain et matériel. Chaque offensive nécessitait l'acheminement de dizaines de milliers de tonnes de munitions. Durant la bataille de Stalingrad, par exemple, on estime que plus de 2 millions d'obus ont été tirés en quelques semaines. Les pertes civiles et militaires étaient effroyables, les villes réduites en décombres, les paysages mutilés pour des générations. La deuxième limite, c'est la logistique. Pour soutenir une offensive d'envergure, il fallait mobiliser des trains entiers de munitions, des milliers de camions, des centaines de milliers de personnels de soutien. Un simple assaut localisé pouvait exiger l'acheminement de 1000 tonnes de projectiles en quelques jours. Les chaînes d'approvisionnement, déjà éprouvées par la distance et la météo, devenaient des cibles privilégiées pour l'ennemi. On se souvient par exemple des raids alliés sur les lignes ferroviaires allemandes en 1944, qui ont paralysé l'approvisionnement du front de l'Ouest. Troisième limite, la prescripta la précision. Le feu massif ne distingue pas. À Monte Cassino, en Italie, les Alliés ont détruit une abbaye vieille de 1400 ans, pensant y déloger des Allemands qui n'y étaient non pas. Chaque tir imprécis risquait de faucher ses propres soldats, de détruire des infrastructures vitales, de retourner la population contre les offensives libératrices. L'artillerie était à la fois un marteau et un boulet au pied de ses utilisateurs. Quatrième limite, la vulnérabilité. À mesure que la technologie progressait, les radars de contre-batterie sont apparus. Dès la guerre de Corée, puis au Vietnam, l'ennemi pouvait localiser une batterie d'artillerie dès sa première salve, puis riposter en quelques instants. Les artilleurs devaient alors adopter la tactique du tirer et fuir, tirer quelques coups, puis changer de position avant que la riposte ne les frappe. Ce mode d'action, éprouvant nerveusement et logistiquement, réduisait la capacité d'appui continu. En face, l'ennemi n'était pas en reste. Les guerres du Proche-Orient, du Vietnam, d'Afghanistan ont montré que les adversaires dispersés, mobiles, capables de se fondre dans le terrain ou parmi la population, rendaient le feu massif de moins en moins efficace. Le coût du gaspillage devenait exorbitant. Lors de la guerre Iran-Irak, des centaines de milliers d'obus furent tirés pour des gains territoriaux dérisoires, sans jamais briser la résistance adverse. À la fin du XXe siècle, un constat s'imposait, la puissance brute avait atteint son plafond. Il fallait une révolution, pas seulement une évolution. Ce tournant est venu de la convergence de plusieurs innovations, chacune porteuse d'une promesse de rupture. Première révolution, la munition guidée. Le Krasnopol, par exemple, n'est pas qu'un nom, mais une véritable légende de l'artillerie moderne. Conçu dans les années 80 en Union soviétique, cet obus de 152 mm était doté d'une tête chercheuse laser. Son principe, un opérateur, au sol ou à bord d'un drone, désigne la cible avec un laser. L'obus, lancé à plus de 40 km, ajuste sa trajectoire en vol pour frapper précisément l'objectif désigné. Là où, auparavant, il fallait tirer 100 projectiles pour espérer toucher un char embusqué, un seul Krasnopol suffisait.
De nombreux exemples illustrent cette rupture. Durant le conflit du Haut-Karabagh en 2020, les forces azerbaïdjanaises ont employé massivement des drones et munitions guidées pour détruire l'artillerie et les blindés arméniens, parfois en une seule frappe. Lors de l'invasion de l'Ukraine en 2022, l'usage combiné de drones d'observation et d'obus guidés a permis à certaines unités de neutraliser des groupements entiers de véhicules blindés en quelques minutes, là où il aurait fallu des heures et des milliers d'obus avec l'artillerie classique. Deuxième révolution, l'œil du champ de bataille. Les drones tels que l'Orlan 10 russe ou le Bayraktar TB2 turc sont devenus les éclaireurs et les désignateurs. Leur capacité à surveiller en continu, à pointer le laser sur une cible et à transmettre l'information en temps réel change la donne. Avant, la détection d'une cible mobile, comme un camion lance-missile, était un défi. Aujourd'hui, un drone repère, transmet et l'artillerie frappe avant que la cible ne disparaisse. Troisième révolution, la connectivité et la rapidité. Les centres de commandement reçoivent en temps réel les images et coordonnées des drones. Des réseaux de communication ultra rapides, parfois assistés par l'intelligence artificielle, permettent de traiter, analyser et transmettre l'ordre de tir en moins de 2 minutes. Cette chaîne d'engagement ultra courte est une rupture par rapport au passé, où il fallait parfois des heures pour obtenir la confirmation d'une cible et organiser la frappe. Prenons un scénario concret. Une colonne de blindés ennemis traverse un village. Autrefois, il aurait fallu saturer le secteur de centaines d'obus, au risque de raser le village. Aujourd'hui, un drone repère chaque véhicule, les désigne un à un, et l'artillerie tire 6 ou 7 obus guidés, détruisant sélectivement les cibles sans détruire l'environnement. Cette efficacité, démontrée en Syrie, en Libye ou en Ukraine, change la perception même de la puissance militaire. La doctrine Ognevoy Val 2.0, ce n'est pas juste une évolution technique, mais un bouleversement de la philosophie du feu. Il ne s'agit plus de saturer, mais de choisir de frapper avec discernement. Chaque obus devient un acte réfléchi, chaque frappe une décision pesée. Prenons un exemple historique marquant, la bataille de Severs. En 2023, lors d'une offensive de reconquête, une force équipée de drones d'observation et de munitions guidées est parvenue à détruire plus de 250 positions ennemies en moins d'une heure. Les frappes, coordonnées depuis un centre de commandement mobile, ont désagrégé la défense adverse, provoquant la panique et la retraite sans même engager l'infanterie. Cette opération, abondamment documentée par les images de drones, a servi de cas d'école dans les académies militaires du monde entier. Cela ne signifie pas la disparition du risque ou de la difficulté. Les adversaires cherchent à s'adapter, brouillage électronique, filet de camouflage thermique, déplacement constant des positions. Mais l'avantage de l'information, de la vitesse et de la coordination reste décisif. Les Russes ont perfectionné le réseau d'artillerie automatisé ZALA, capable de recevoir des données de multiples drones et de calculer en temps réel la meilleure séquence de frappe. Les Américains, avec le programme Firestorm, misent sur l'intégration des capteurs, des effecteurs et de l'intelligence artificielle pour accélérer encore la boucle décisionnelle. La révolution Ognevoy Val 2.0 ne se limite pas à la technique. Elle impose de repenser la formation, l'organisation, la doctrine. Les artilleurs doivent maîtriser non seulement les canons, mais aussi les logiciels, l'analyse d'images, la guerre électronique. Les officiers doivent apprendre à penser en réseau, à anticiper la réaction de l'ennemi, à exploiter les failles de son système d'information. Historiquement, chaque révolution militaire a provoqué des bouleversements géopolitiques. L'invention de la poudre à canon a mis fin à la suprématie des chevaliers médiévaux. L'apparition du char d'assaut a brisé la stagnation des tranchées. Aujourd'hui, la maîtrise du feu de précision redéfinit la hiérarchie des puissances. Un petit pays doté de drones performants et de munitions guidées peut tenir tête à une armée numériquement supérieure. On l'a vu en Azerbaïdjan, où une flotte de drones turcs et israéliens a renversé le cours d'un conflit en quelques semaines. L'impact psychologique de cette révolution est colossal. Jadis, la peur venait du bruit, du fracas continu de l'artillerie. Aujourd'hui, c'est le silence, l'invisibilité de la menace, la certitude d'être observé à chaque instant qui ronge le moral. Les soldats vivent dans l'angoisse de la frappe soudaine, imprévisible. Les pertes ne sont plus linéaires, mais frappent de façon aléatoire, sapant la cohésion, semant la panique. Des témoignages de combattants ukrainiens, syriens ou libyens évoquent cette paranoïa du ciel, où chaque déplacement, chaque regroupement peut attirer la mort en quelques secondes. Sur le plan matériel, les économies sont considérables. Là où il fallait auparavant 100 obus pour détruire un char, un seul obus guidé suffit.
Cela signifie moins de camions pour la logistique, moins de risques pour les ravitailleurs, moins de pression sur les usines d'armement. Pour une armée moderne, la capacité à maintenir le rythme des frappes avec moins de ressources devient un avantage stratégique majeur. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la Turquie investissent désormais des milliards dans la production de munitions intelligentes, considérant qu'elles seront le cœur des guerres de demain. Pour illustrer ce bouleversement, prenons l'exemple d'une offensive urbaine. Autrefois, la prise d'une ville comme Mossoul aurait impliqué des semaines de bombardements massifs, des pertes civiles catastrophiques, des destructions irréparables. Avec le feu de précision, il devient possible de neutraliser un nid de résistance sans raser tout un quartier. Les images satellites avant-après, publiées par des ONG, montrent une réduction spectaculaire des dommages collatéraux dans les opérations récentes menées avec ces nouvelles doctrines. Mais la technologie n'est rien sans la doctrine et la formation. Pour exploiter pleinement le potentiel du feu de précision, il faut repenser toute la chaîne de commandement et de décision. Cela signifie former les soldats à l'emploi des drones, à l'analyse de données, à la guerre électronique, recruter des spécialistes en informatique, en intelligence artificielle, en cybersécurité, développer des plateformes logicielles capables de fusionner les informations issues de multiples capteurs, adapter la doctrine à la guerre en réseau, en créant des cellules de coordination interarmes, investir dans la résilience des communications pour résister au brouillage et aux cyberattaques, intégrer l'intelligence artificielle pour accélérer la détection, la classification et l'engagement des cibles. Prenons un exemple de transformation doctrinale. L'armée israélienne, après la guerre du Liban en 2006, a repensé son emploi de l'artillerie. Elle a investi massivement dans les drones, les munitions guidées, la coordination interarmes. Lors des opérations à Gaza, elle privilégie désormais les frappes précises, coordonnées en temps réel avec le renseignement. Les pertes civiles, bien que toujours présentes, ont diminué et l'efficacité militaire a été multipliée. À l'inverse, les armées dites qui persistent dans l'ancien modèle paient un prix élevé. Les forces syriennes, lors de la guerre civile, ont continué à bombarder massivement les zones rebelles, sans discrimination. Résultat, destruction des infrastructures, exode massif de la population, radicalisation des adversaires, perte de légitimité internationale. Ce contraste montre que la supériorité technologique et doctrinale n'est pas un luxe, mais une nécessité pour survivre et l'emporter. La révolution Ognevoy-Val 2.0 est également un défi pour la souveraineté nationale. Les pays qui ne maîtrisent pas la production de drones, de munitions guidées, de logiciels de gestion du champ de bataille, deviennent dépendants de fournisseurs étrangers. En 2020, l'Arménie, privée de drones performants, a subi une défaite rapide face à l'Azerbaïdjan. A l'inverse, la Turquie, en développant sa propre industrie de drones, est devenue un acteur militaire majeur en Méditerranée et au Moyen-Orient. Face à cette mutation, quelles mesures concrètes peuvent être prises dès aujourd'hui ? Première étape, investir massivement dans la recherche et le développement. Les universités, les start-up, les laboratoires publics et privés doivent être mobilisés pour concevoir les drones de demain, les munitions encore plus précises, les algorithmes plus intelligents. Deuxième étape, réformer la formation militaire. Il faut créer des filières spécialisées, envoyer les jeunes officiers dans les centres de recherche, leur apprendre à raisonner en termes de réseaux, de données, de capteurs, plutôt qu'en termes de divisions et de régiments. Troisième étape, adapter les structures de commandement. La guerre du futur ne sera plus conduite par des ordres descendants, mais par la circulation rapide de l'information. Il faut des centres de commandement agiles, capables de traiter un flot continu de données, de hiérarchiser, de décider, d'agir en temps réel. Quatrième étape, renforcer la coopération internationale. Le partage d'expériences, l'échange de technologies, la création d'alliances capables de mutualiser les moyens et les savoir-faire sont essentiels pour ne pas rester à la traîne. La France, par exemple, a lancé le programme Artemis, associant plusieurs pays européens dans la recherche sur l'intelligence artificielle et la robotique militaire. Cinquième étape, sensibiliser la société, les décideurs politiques, les industriels aux enjeux de la guerre numérique. La sécurité de demain ne se joue plus seulement dans les usines d'armement, mais aussi dans les laboratoires de cybersécurité, les startups du big data, les écoles d'ingénieurs. Chaque citoyen, chaque entreprise doit comprendre que la souveraineté militaire passe désormais par la maîtrise de la donnée. Enfin, il faut anticiper les défis éthiques et juridiques. La guerre de demain sera-t-elle menée par des intelligences artificielles autonomes, capables de décider de la vie ou de la mort en quelques millisecondes ?
Comment garantir que la précision technologique ne dérive pas vers la déshumanisation du combat? Ces questions sont déjà débattues dans les enceintes internationales, mais il appartient à chaque nation de définir ses propres lignes rouges, ses propres garde-fous. L'histoire militaire fourmille d'exemples de grandes puissances déchues pour avoir refusé d'adapter leur doctrine. Les chevaliers français à Azincourt, les cuirassés face à l'aviation lors de la Seconde Guerre mondiale, les forteresses de la ligne Maginot balayées par la guerre mobile. Le feu de précision est la nouvelle vague. Ceux qui la surfent imposeront leur volonté. Ceux qui l'ignorent seront submergés. Refuser le changement, c'est s'exposer à la marginalisation stratégique. Accepter la révolution Ognevoy-Val 2.0, c'est ouvrir la porte à une supériorité décisive, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la compétition économique, diplomatique, technologique. Le dilemme est simple, dominer ou être dominé. Les armées qui persisteront dans le passé dilapideront leurs ressources, sacrifieront inutilement leurs soldats, perdront leur influence. Celles qui embrasseront le feu intelligent, la précision, la rapidité, l'innovation, gagneront la maîtrise du futur. La scène mondiale se recompose à vive allure. La maîtrise du feu de précision sera demain ce que la maîtrise du nucléaire fut hier, un facteur de dissuasion, de respect, d'indépendance. Les choix faits aujourd'hui détermineront la sécurité de demain, la place des nations, la liberté des peuples. La révolution Ognevoy-Val 2.0 n'attend pas. Elle balaie les hésitations, balaie les illusions. Elle récompense l'audace, la lucidité, l'esprit d'innovation. À nous de choisir. Serons-nous acteurs ou spectateurs? Façonnerons-nous l'histoire ou la subirons-nous? Le rideau de feu du passé s'estompe, laissant place à la lame de la précision. L'avenir appartient à ceux qui sauront frapper juste, au moment exact, avec un minimum de moyens et un maximum d'effets. La question n'est plus « faut-il évoluer ?», mais comment s'adapter plus vite que l'adversaire. Car désormais, la guerre se joue à la vitesse de la donnée, à la précision du tir, à l'intelligence du réseau. Le choix est entre nos mains. L'histoire, elle, ne pardonne pas l'immobilisme.